appelle à nous rejoindre sur scène Emmanuelle Cos, Madame Cos, ancienne ministre du Logement. Geoffroy Didier, vice-président de la région Île-de-France et président de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Manuel Flamme, directeur général du groupe SNI et président du directoire de Grand Paris Habitat. Robin Rivaton, directeur général de Paris Région Entreprise. Et Jean-Philippe Ruggieri, directeur général délégué de Nexity. Vous allez bien? Installez-vous. Manuel, tu vas bien? Ils se font la bise, ils se connaissent. Ça va bien, ça va bien. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Et puis donc nous allons entendre le propos liminaire qui va nous permettre d'introduire ce débat sur ce moment un peu extraordinaire. On va vous donner un micro, Ingrid. Sur ce moment un peu extraordinaire qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est dans un temps peut-être de révolution du type de ce que Haussmann a fait vivre à la capitale il y a 150 ans, bien tapé maintenant, et que donc face à ces grands défis des JO 2024, du Grand Paris en lui-même et du Brexit qui est un phénomène extérieur, mais il est important de voir les enjeux pour le logement. Et nous allons, avec Ingrid Napichoulet, professeure à l'ESSEC, de la chaire Immobilier et Développement Durable, introduire les enjeux de ces questions-là sur une étude notamment qui a été effectuée par l'ESSEC. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis ravie d'introduire cette deuxième table ronde, ce deuxième débat. Sur le thème, alors il est long, hein, JO, Brexit, Grand Paris, Expo universelle, les enjeux pour le logement. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir une telle concordance d'événements, une actualité très chargée en ce moment, d'événements donc à la fois internationaux, je dirais, maîtrisés ou subis. Alors maîtrisés, c'est bien évidemment les candidatures, Jeux olympiques, Expo, etc. Mais subis, c'est le Brexit, par exemple. Avec un fort impact, évidemment, territorial et immobilier. Et donc, la question du logement est incontestablement liée à ces événements. Alors, à deux niveaux. Qu'il soit tout d'abord programmé. Rappelons que c'est le deuxième pilier du Grand Paris, avec un objectif, quand même, de 70 000 logements par an, sur une longue période, puisqu'on parle de 25 ans, dont un quart de logements sociaux, dans notamment une réflexion également sur la ville de demain, et de la programmation de nouveaux quartiers mixtes autour des gares du Grand Paris. Donc c'est vraiment la question, et là j'insiste, d'une offre nouvelle, programmée de logements en vue d'endiguer la crise structurelle en région parisienne. Donc un effet de quantité. Mais au-delà de cet effet de quantité et de l'offre nouvelle qui est programmée, se pose inévitablement, et on ne la trouve pas souvent, la question des prix. Et notamment de la question de la spéculation immobilière, voire de ces fameuses bulles immobilières qu'on voit gonfler sans inquiétude et qui, du jour au lendemain, peuvent remettre complètement en question la donne. Et donc, la question d'éviter ce phénomène pratiquement inhérent de bulles. Donc, à la fois un enjeu de quantité et de prix. Et voici, c'est pas pour être pessimiste, hein, mais on m'a dit, Ingrid, tu poses les bonnes questions, tu oses poser les questions et les pistes de réflexion pour la table ronde, donc c'est ce que je vais faire. Osez, osez, Ingrid. Et donc, au-delà des effets du Brexit, parce qu'on en parle également beaucoup, et notamment des effets qui sont déjà repris par la presse, et une reprise des prix de l'immobilier de logement dans Paris, pour deux raisons. Simplement une demande accrue des Britanniques et des investisseurs dans la ville, l'autre ville-monde. Parce que ce qui est important également de prendre en compte, c'est que Paris est une ville-monde, et il n'y en a que deux en Europe, au sens de la sociologue Saskia Sassen, c'est-à-dire des grandes villes-mondes, Tokyo, Paris, Londres, et Tokyo, Londres, Paris, New York, etc. Donc il y en a deux. Donc dans la mesure où le Brexit affecte Londres, eh bien tout se reporte sur Paris. C'est très bien puisqu'il y a une concurrence historique entre les deux, mais bien évidemment on voit un effet de prix qui arrive. Donc au-delà de cet effet-là, je voudrais m'attarder sur le rapport, et donc là je demande à ce qu'on passe la slide, et notamment un rapport que nous avons fait, une question, une thématique cette année au sein de la chaire Immobilier Développement Durable sur l'héritage urbain et immobilier des Jeux Olympiques. Donc c'est un sujet d'étude à 3 niveaux au niveau de la chaire. Ce rapport que vous pouvez télécharger sur le site essec-immobilier.com. Notre conférence annuelle que nous avons menée il y a 1 an sur ces impacts des Jeux Olympiques sur l'immobilier. Et puis également notre 6e cahier que nous réalisons chaque année en partenariat avec le MIPIM et qui sera un moment de réflexion sur les 10 derniers Jeux Olympiques et l'impact sur les prix immobiliers et sur les territoires immobiliers.
Voilà, donc cette question. Alors, en quelques mots, la question des retombées urbaines et notamment immobilières des Jeux olympiques, donc un de ces points qu'on m'a demandé d'aborder et qui sera abordé dans cette table ronde, c'est bien sûr de parler des aménuités positives, création de logements, mais également négatives, et en tout cas de s'en prévenir. Et c'est bien sûr la question des éléphants blancs, mais également des logements et des cités, notamment d'athlètes ou des cités olympiques, qui par la suite deviennent des objets urbains un peu non identifiés, parfois vides, qu'on ne sait pas transformer, etc. Donc c'est une véritable question. Donc si on regarde, en gros, puisque j'ai un temps très limité, et je pense être dans les temps déjà, 3 remarques concernant les Jeux olympiques qui nous concernent. Tout d'abord, ça va être les Jeux les plus verts dans l'histoire olympique. Alors l'idée n'est pas nouvelle, parce que si on regarde les Jeux d'hiver de Salt Lake City, mais également de Vancouver plus récemment, tous ont mis en évidence dans leur dossier de candidature le fait qu'ils auront un dossier avec des Jeux à bilan carbone neutre. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter, nous ? Avec déjà une notoriété en termes de ville durable, d'enjeux de société et notamment d'environnement. Bon, l'idée, c'est de baisser déjà l'émission de gaz à effet de serre de plus de 55%, mais surtout en termes de logement, d'utiliser des matériaux de construction biosourcés, de créer des bâtiments énergie positive, bref, tout ce dont on parle et qui est classique, je dirais, rien d'innovant réellement. La deuxième remarque, c'est de dire que ces jeux seront durables, et ça c'est intéressant, au-delà de ces aspects environnementaux et écologiques, notamment dans le domaine de la mixité sociale et notamment dans le domaine de sociétal, sur un territoire qui est pleine commune, qui est territoire avec un lourd passé industriel, avec un taux de chômage assez important, et justement de faire comme l'effet de la Coupe du Monde et du Stade de France avait procuré en 98, dans les milieu des années 90, antérieurement à l'événement sportif, eh bien en fait une attractivité et notamment le développement d'une mixité sociale en permettant justement à cette cité des logements, enfin ce village olympique, peut-être de transformer ces logements, des logements intermédiaires, des logements sociaux, et d'offrir une opportunité de création de logements, puisqu'on parle de 3000 logements, donc une mixité sociale. Et le troisième enjeu, c'est de voir un héritage à longue durée d'un événement qui est très court en fait, parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est quelques semaines, quelques jours. Il faut donc transformer cet événement très largement médiatisé du jour au lendemain en un événement territorial de longue durée. Et là, la nouveauté, bien évidemment, c'est typique à Paris, c'est la force du dossier parisien, c'est d'avoir que 2 équipements nouveaux à construire, de rénover les équipements déjà existants, ils sont nombreux, et de les rénover avec les normes environnementales existantes, et également, et là également c'est un point important, de permettre aux logements d'être des logements innovants, avec des logements évolutifs, avec des espaces mutualisés. La dernière slide, c'est pour vous dire que tout ça c'est très bien, mais il faut quand même garder à l'esprit, on en a parlé dans la précédente table ronde, c'est qu'au-delà de ces effets d'annonce, au-delà de cet événement largement médiatisé mondial, au-delà de cette vitrine du savoir-faire français concernant la ville durable, je pense qu'il faut prendre en compte bien évidemment les effets collatéraux sur les prix, notamment les prix de logement. Et là, je vous voyais quelques données, malheureusement, vous ne les voyez pas. Ici, on les voit. Nous, on les voit pas, voyez, mais le public les voit. Oui, mais la table ronde ne les voit pas. Donc c'est, je veux dire, pratiquement corrélé. Et moi non plus, je ne les vois pas, du coup, je ne peux pas les reciter. Mais si, vous la connaissez par cœur, Ingrid. Ne vous inquiétez pas, tout est... C'est la hausse très sensible que vous pouvez voir, à la fois à Londres, à la fois à Rio, bien évidemment, à la fois à Athènes, à la fois à Vancouver. Tous les Jeux olympiques s'accompagnent d'un effet automatique de hausse des prix du logement. Donc, la question, il ne faut pas se la masquer, elle est réelle. Et donc, la question, c'est au-delà de l'offre nouvelle de logement induite par les Jeux olympiques, induite par le Grand Paris, comment faire en sorte que les Jeux olympiques, pour le cas parisien, ne se transforment pas en tout ce qu'on a pu observer. Vous voyez qu'entre parenthèses, les sources sont des sources universitaires, parce que ce sont les universitaires qui font ce genre de travail après. Une fois que l'événement est largement médiatisé, nous on s'intéresse aux conséquences. Et bien, c'est de prendre en compte ça, ces effets d'éviction et ces effets de tension et potentiellement d'éclatement de bulles. Puisqu'à Rio, la bulle vient d'éclater. Comme vous l'avez peut-être su, les prix sont en train de s'effondrer. Donc après une hausse spéculative importante des prix, c'est la chute. Voilà, donc des éléments à prendre en compte, je pense, par les collectivités locales, je conclus donc, par les acteurs de l'industrie immobilière, par vous tous. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous invite à retrouver notre rapport donc, sur le site de la chaire Immobilier Développement Durable
de l'ESSEC, donc essec-immobilier.com, et également notre 6e cahier que nous aurons le plaisir de faire paraître à l'occasion du prochain MIPIM en mars 2018. Merci. Merci Merci, Ingrid. professeur. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, voilà des questions qui viennent de nous être posées par Ingrid Dapichoulet et normalement celles sur les prix qui vont concerner les membres de cette table ronde. Alors, est-ce qu'on commence par les élus, Catherine? Oui. Honneur aux élus. Nous avons 2 élus de l'Île-de-France qui connaissent bien les questions du logement, puisque nous avons l'actuel vice-président chargé du logement et sa prédécesseuse. Donc, nous n'allons pas aujourd'hui trancher les questions politiques de gouvernance. D'ailleurs, ça n'est pas à nous de le faire en matière de métropole ni de région. Mais ce qui m'intéresserait, moi, c'est de vous entendre sur quelles sont aujourd'hui vos inquiétudes, mais aussi vos espoirs sur cet extraordinaire moment dont on voit bien que la conjonction dont vient de nous parler Ingrid Dapichoulet, JO, Brexit, Grand Paris, on sent bien qu'on est en train de changer la donne dans notre territoire, dans notre grand territoire, et savoir quelles sont vos inquiétudes et peut-être vos espoirs aussi. On commence par Emmanuel Cos. Oui, parce que Ingrid Dapichoulet souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire c'est un formidable élan qui peut être donné, mais en même temps, le risque d'un Paris et d'un Grand Paris qui changerait un peu de visage. Donc Emmanuel Cos. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que la première chose quand même qu'il faut se dire avec ces opportunités, c'est de jamais oublier pourquoi est-ce qu'on fait du logement. Et d'ailleurs, c'était un peu absent du débat précédent. Il y a des gens derrière toutes ces politiques, il y a des habitants. Bien sûr. Mais on dit tous, bien sûr, sauf que le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on donne des conditions de logement dignes aux 12 millions de franciliens et qu'on réponde à leurs problèmes de mobilité, de logement, d'accès à l'emploi, à l'éducation. Et donc, ces opportunités qui arrivent, qui vont peut-être amener par ailleurs de nouveaux habitants à l'Île-de-France, on peut ne les voir que comme des opportunités et ne s'occuper que de ce qu'elles vont produire. Je pense notamment, par exemple, à l'impact du Brexit. Mais si on ne réfléchit pas aux habitants de cette région pour les 30 années qui viennent, en fait, on aura raté le pari. Et pour moi, c'est surtout ça l'enjeu, et c'est tout le défi. Parce qu'à partir de là, par exemple, sur les 2 villages olympiques, je vous le dis très sincèrement, l'ambition des territoires concernés par ces 2 villages olympiques n'est pas de transformer les logements, les 3000 logements du village olympique en 3000 logements. Le sujet de Pleine Commune aujourd'hui n'est pas qu'une question de logement. Il y a un besoin de logement abordable, mais ils n'ont pas besoin de 3000 logements obligatoirement. Ils ont besoin d'activités économiques dans ce quartier, de tiers-lieux, de peut-être réfléchir sur quels que seront les locaux de l'industrie, des services de demain. Et ça, c'est ça le très grand défi, c'est qu'il va falloir construire dans un cahier des charges très normé des logements pour l'ensemble des athlètes et des médias qui vont être utilisés 8 semaines, si on compte les Jeux olympiques, paralympiques. Et ensuite, il faut arriver à en faire une ville, enfin un quartier, en sachant que ce n'est pas la même économie en plus. Et c'est une des très grandes difficultés parce que j'ai déjà vu des schémas financiers sur ces villages. On sait tous faire du très beau logement réversible qui ira pour un public qui aura les moyens de l'acheter. Je vous rappelle quand même simplement que le revenu médian du francilien, même si c'est le niveau le plus élevé de France, il est quand même à 1 900 €. Et que si on a 50% des franciliens qui gagnent très bien leur vie, et c'est souvent d'ailleurs la cible notamment de la promotion et de l'accession, je rappelle quand même qu'il y a aussi en Île-de-France les franges de la population les plus pauvres de France. On est dans un contraste de revenus terrible. Et donc ça va être ça le véritable défi, c'est comment ces opportunités, qui sont une chance très clairement, qu'on les ait choisis ou qu'on les subisse, parce que le Brexit, c'est pas une opportunité si facile que ça à saisir, et par ailleurs, d'un point de vue politique et économique, je crains que ça soit malgré tout très difficile pour notre pays, et ça a un impact réel. Mais comment est-ce qu'on transforme ces opportunités pour leur permettre de répondre à une question essentielle pour l'Île-de-France depuis maintenant 30 ans, c'est de résoudre son problème de logement. Et je le rappelle que le manque de logements abordables, quelle que soit sa typologie en Île-de-France, est un frein à l'économie de la région,
Il y a des emplois, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré, qui ne sont pas pourvus aujourd'hui car on ne sait pas loger notamment la classe moyenne francilienne, les employés. On a des gros problèmes de logistique. Vous savez que c'est un des secteurs de développement économique à venir important pour la région, sauf qu'on ne sait pas loger le personnel qui a les salaires de la logistique. Et donc, et ça explique après aussi l'évincement, l'éviction, la question de la périphérie. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est la question du prix. On ne peut pas dire que les prix en Île-de-France soient déjà très modérés. J'imagine bien que beaucoup de professionnels peuvent voir un intérêt à ce que le prix soit très élevé, mais si à la fin, plus personne ne peut vendre ses logements, il y aura un souci. Et donc, c'est un souci qu'on a pour les JO, mais qu'on a déjà pour les lignes du métro. Je rappelle quand même que ce qui va structurer notre région dans les années qui viennent, c'est le programme du Grand Paris Express que nous avons, 62 gares. Que nous avons lancé en 2011. Et on l'a déjà vu avec les lignes de tramway qui ont été ouvertes ces dernières années. On a eu du mal à ce que les fonciers ne s'envolent pas le long des lignes de tram. Et donc, je crains qu'au-delà des JO, moi, je pense que la vraie question, c'est autour de ces 200 gares. Comment est-ce qu'on est suffisamment intelligent collectivement pour bâtir du logement, des locaux d'activité et des lieux de vie qui ne soient pas à des prix tels qu'à un moment, on aura raté notre pari qui est de rajouter de la mobilité et de désenclaver. C'est un enjeu immense. Alors, Geoffroy Didier. Le Grand Paris, ce qu'on appelle communément le Grand Paris, n'a jamais eu autant de cartes dans son jeu. D'abord, une image internationale retrouvée. Moi, je le dis d'autant plus librement que je n'ai pas voté Emmanuel Macron, mais que incontestablement, l'élection d'Emmanuel Macron a permis, en termes d'attractivité, de renforcer l'image de la France et notamment du Grand Paris. Bien sûr, nous avons tous ces projets structurants qui ont été évoqués, comme les Jeux Olympiques, comme les gares du futur Grand Paris Express et peut-être même l'exposition universelle. Nous avons aussi un peu de chance avec le Brexit. Et puis nous avons une capacité de nos responsables politiques, peut-être est-ce aussi parce qu'ils sont issus d'une nouvelle génération, à mettre entre parenthèses leurs divergences partisanes pour fédérer des projets. On a vu Valérie Pécresse et Anne Hidalgo se battre ensemble, sans aucun problème, pour obtenir et aller arracher les JO, comme on les a vus d'ailleurs partir à Tokyo ensemble pour faire revenir les touristes japonais qui étaient quelque peu échaudés par ce qui s'était passé dans notre pays. Donc, on a beaucoup de cartes dans notre jeu. Et en plus de ça, on a un véritable moteur puissant de volonté politique, avec d'un côté des maires, et beaucoup de jeunes maires qui ont été élus en 2014 et qui n'ont qu'une envie, c'est de transformer durablement leur ville. Et on voit tout ce qui est en train de se passer, notamment en Seine-Saint-Denis. Nous avons l'État et la région qui savent travailler ensemble pour réaliser ce que le gouvernement appelle de ses voeux, c'est-à-dire le choc d'offres. Je vois ce que nous faisons, par exemple, au sein de l'établissement public foncier d'Île-de-France, dont je suis le président du conseil d'administration. On a dynamisé cet établissement en fluidifiant le marché, c'est-à-dire en supprimant un grand nombre de normes inutiles et en déstockant ce qui est essentiel pour les promoteurs et les constructeurs, c'est-à-dire la matière première. Résultat des courses, il n'y a jamais eu autant d'autorisation de mise en chantier dans notre pays. Mais il ne suffit pas de construire en quantité, même si je pense que c'est en construisant davantage qu'on fera baisser durablement les prix. Il faut bien évidemment aussi, et avec la même force, construire qualitativement. Et c'est là où je rejoins ce que dit Emmanuel Cos. Au sein de la région, nous continuons à financer du logement social parce qu'il y a plus de 600 000 ménages qui attendent un logement social en Île-de-France. Nous avons pris aussi nos responsabilités en diversifiant l'offre de logement, c'est-à-dire en reprenant, par exemple, le financement des logements sociaux dits intermédiaires, et aussi en considérant que la priorité devait être la déghettoisation urbaine. C'est-à-dire qu'on a dit stop au financement public des logements très sociaux dans les communes qui en comptent trop. Nous savons, personne ne le dit, mais on le sait, nous savons qu'il y a certaines communes du Grand Paris qui ont 60, parfois jusqu'à 70% de logements sociaux. Certains maires d'une autre génération, même si je ne veux pas céder au jeunisme, souvent animés par un clientélisme électoral,
ont laissé se concentrer les difficultés aux mêmes endroits, avec le risque que ces concentrations deviennent des ghettos et que ces ghettos deviennent des poudrières. On ne peut pas parler d'un côté de l'attractivité du Grand Paris, des grands projets structurants comme les JO 2024, et en même temps laisser à quelques kilomètres de là où seront installés le village des athlètes comme le village média, des ghettos urbains avec tous les risques que ça comporte. Donc, et je vais même plus loin. Nous sommes en train de nous attaquer à un phénomène grandissant dans les immeubles, mais aussi dans les zones pavillonnaires, qui est celui des marchands de sommeil. Il y a aujourd'hui, dans la 5e puissance économique mondiale, des zones de non-droit dans le logement, dans le Grand Paris, dont on parle pourtant uniquement positivement, avec des personnes âgées, des femmes seules avec enfants, des travailleurs pauvres, des sans-papiers qui se retrouvent à devoir payer parfois jusqu'à 800 € pour 15 mètres carrés dans des logements dignes et indécents pour aller être en visiter certains. Je peux vous dire que vous ne resteriez pas une minute tellement l'indignité y est manifeste. Donc, nous avons fait des propositions. On a un projet de loi clé en main. Je suis allé voir et le président de la République, et Julien Denormandie, et Jacques Mézard là-dessus. J'aimerais qu'on ne nous parle pas uniquement d'attractivité positive, mais qu'on s'attaque aussi à ces phénomènes qui grignotent le Grand Paris, qui grignotent le bien commun, et qu'on sache aussi allier responsabilité et solidarité. Et j'attends là que le gouvernement passe aux actes. Ce qui est intéressant.